Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur cette première diapo, on va parler de maths. On va parler de démonstration mathématique. Voilà. Alors, d'où ça vient tout ça? Ça vient d'une discussion qu'on avait eue sur le salon mathématique, sur la démonstration justement, où on parlait un petit peu comment démontrer et tout ça. Et puis, je me suis proposé de faire une petite conférence. Et donc voilà, j'ai demandé à Alexis, à Maxime, et puis il m'a dit: «D'accord, alors, il me faut un résumé, il me faut un titre, il me faut, des explications, il me faut une image». Bon, une image pour faire la démonstration, moi j'en ai pas beaucoup. Et donc j'ai finalement commencé par celle-là. Ça tombe bien, ça me donne une introduction pour mon exposé, c'est parfait. Alors celle-là, cette image, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà vue, qui l'ont déjà aperçue. Donc c'est inspiré d'un livre à la base, qui s'appelle Les éléments d'Euclide de Oliver Byrne ou Byrne. Franchement, je ne sais pas comment le prononcer et de toute façon, il ne m'entendra pas l'écorcher. Alors, qu'est-ce que ça représente ici? Je crois que vous voyez tous mon curseur normalement, j'espère. Sinon, j'ai un pointeur. Ah. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a des figures en fait qui décrivent des démonstrations qui sont contenues dans le livre des éléments d'Euclide. Alors, voilà, le livre en question vous est présenté par Maxime dans le chat. Alors, il y a certaines propositions, certains théorèmes. Arrête de pourrir mon exposé! Oh! C'est fou ça! Il est en train de spoiler tout. Donc vous avez certaines démonstrations, alors peut-être que vous reconnaissez celle qui est juste là, qui est en fait simplement la démonstration du théorème de Pythagore. J'en profite, puisque Maxime est d'attaque, il va pouvoir linker dans le salon Réaction en live la playlist de l'égalité de Pitou, n'est-ce pas? Avec un nombre incalculable de démonstrations du théorème de Pythagore. La meilleure était il y a 4 jours, je préfère vous préciser. Donc ça, c'est un tableau résumé, vous pouvez vous le procurer si vous voulez, ça fait très joli dans une chambre. Et comme Maxime l'a mentionné, en fait, c'est tiré d'un livre qui a été fait justement par Oliver Byrne, où il démontre au fur et à mesure des propriétés à la manière d'Euclide, donc 300 avant Jésus-Christ. Mais non, il faut rester. Et tout ça illustré avec des belles couleurs. Donc là, vous avez par exemple la proposition numéro 28, qui est donc un critère de parallélisme selon les angles intersectés. Et alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette propriété? C'est que à certains endroits, donc par exemple ici, on voit qu'il y a marqué propriété 15. Donc ça veut dire qu'en fait, ce résultat-là, c'est une conséquence de la propriété 15. Le résultat qui est ici, ça utilise la propriété 27, donc c'est la propriété juste avant. Ici, on a la propriété 11. Ici, on a de nouveau la propriété 27. Et ce qu'on peut voir un peu plus tard, c'est axe 3. Ça, on en parlera après. Bon. Donc la question qu'on se pose, c'est que la propriété 28, visiblement, elle utilise les propriétés 13, 15 et 27 pour être démontrée. D'accord. Alors comment on démontre maintenant les propriétés 13, 15 et 27? Eh bien c'est simple. Pour démontrer la 13, j'utilise la 11. Pour démontrer la 15, j'utilise la 13. Et pour démontrer la 27, j'utilise la 16. Voilà. Bon, et donc du coup, la 11, la 13 et la 16, comment je fais? Vous comprenez bien qu'à un moment, on ne va plus y arriver. Et puis surtout, là, c'est ce que je vous parlais, on voit un axe 3 ici qui apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie, ce axe 3? Voilà. Merci, chers collaborateurs, pour la réactivité dans le chat. Alors, on va parler justement des éléments d'Euclide. Comment c'est organisé? Tout ça, c'est une recolorisation du travail d'Euclide. Autant vous dire que Euclide, on ne sait rien sur lui. Si quelqu'un vous dit « Ouais, mais Euclide, il a fait ceci, il a fait cela », c'est probablement faux. On ne sait absolument rien sur Euclide. La seule chose
qu'on sait, c'est qu'il était actif à peu près, et j'insiste sur le à peu près, au IIIe siècle avant notre ère. Ça, on le sait grâce à un mathématicien antique qui s'appelle Proclus et qui avait en fait positionné de manière chronologique Euclide par rapport à d'autres mathématiciens, donc il était après Pythagore et Thalès par exemple. Et comme ça, on en avait déduit que la fenêtre de tir, c'était à peu près 3e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, il est auteur des Éléments. Donc, c'est un texte en 13 livres qui traite d'une part de géométrie et d'autre part d'arithmétique, mais pour les Grecs, c'est la même chose. Vous avez peut-être l'habitude de décrire les figures à l'aide de nombres, en prenant les longueurs, les surfaces. Il faut savoir que les Grecs faisaient exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils décrivaient les nombres à l'aide de figures. Le nombre 4, par exemple, c'est quoi? C'est un trait de longueur 4. Théorie des modèles, non, je parlerai de choses que je maîtrise. Ah, je n'ai pas fait de théorie des modèles, malheureusement. Et donc, qu'est-ce qui est inédit là-dedans? C'est qu'il utilise en fait une démarche qui est déductive. Il va partir de définitions toutes simples, on va en voir quelques-unes, de notions communes, de postulats ou de demandes, ou ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des axiomes, et à partir de là, il va établir des propriétés. Alors, une chose à savoir sur Euclide, c'est que Euclide n'a pas démontré lui-même tout ce qui va suivre. Euclide, c'est pas vraiment un grand... Enfin, c'est un grand mathématicien, mais c'est plus en fait un éditeur comme on peut l'avoir aujourd'hui avec les éditeurs scientifiques. Il a compilé tout ce qu'on savait, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un petit peu d'ordre, il a mis les mains dans le cambouis quand même, mais c'est pas lui l'auteur de tout ce qui est dans les éléments. C'est avant tout quelqu'un qui a rassemblé tout ça, qui a mis de l'ordre. Alors, voyons, justement, je vous parle de définition, notion commune, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ça? Première définition, Euclide va définir ce qu'est un point. Un point, c'est ce dont la partie est nulle. Voilà. Alors, je vous laisse faire ce que vous voulez de cette définition. Moi, ce qui me choque, ce qui m'alerte, c'est que, d'accord, c'est ce dont la partie est nulle, ça veut dire quoi une partie? Ça veut dire quoi être nul? C'est une définition, ma foi. On comprend ce que ça veut dire, mais c'est pas tout à fait clair. Là. Franchement, Euclide, t'aurais pu te débrouiller un peu mieux. On a d'autres définitions au fur et à mesure. Alors, une ligne est une longueur sur largeur. Pareil, c'est quoi une longueur, c'est quoi une largeur? Les extrémités d'une ligne sont des points, ça va. La ligne droite est celle qui est également placée entre ce point, etc., etc. Bref, on a plein de définitions. Alors, une définition, on ne va pas trop s'attarder dessus. Qu'est-ce que c'est une définition? C'est simplement, en fait, une règle de remplacement. C'est-à-dire que si à un moment dans un texte vous voyez à partir un élément dont la partie est nulle, vous remplacez ça par un point, c'est tout. Il n'y a pas de théorème et pas de propriété dans les définitions, c'est juste pour alléger ce qui va suivre. Là où ça devient plus intéressant, c'est dans ce qu'on appelle les notions communes. Alors, les notions communes, bizarrement, sont référées en tant qu'axiomes dans la page qu'on a vue tout à l'heure, mais c'est pas ça ce qu'on appelle modernement les axiomes. C'est un poil plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a comme notion commune? La première, c'est que deux choses égales à une même chose sont égales entre elles. Voilà, le modèle écho des études scientifiques. Donc, deux choses égales à une même chose sont égales entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire en termes modernes? Ça, je pense que vous l'avez à peu près compris. C'est que si j'ai trois nombres, A qui est égal à C et B qui est égal à C, alors forcément, A est égal à B. Ça tombe sous le sens. Oui. Donc ça, c'est ce qu'il appelle une notion commune. Alors, il y en a 5. Je ne les ai pas mises parce que je n'avais pas la place. Dont certaines, on comprend très bien, si j'ai A égale B, C égale D, alors je fais ça plus ça, c'est égal à ça plus ça. A plus C égale B plus D. Tout ça, c'est très clair. Alors, il y en a une cinquième qui est un peu plus discutable et dont on aurait pu parler pendant toute la soirée, mais déjà, ça risque d'être long, je ne l'ai pas mise. S'il y en a qui veulent faire un débat là-dessus, la cinquième notion commune, c'est le tout est plus grand que la partie. Je vous la note ici.
c'est la notion commune qui est peut-être la plus discutable. Voilà. Les Grecs n'aimaient pas la notion d'infini, et là, il y a un peu d'infini qui se cache. Donc voilà, ça c'est définition, notion commune. Il n'y a a priori pas de souci à voir. On va voir maintenant la suite avec les axiomes. Postulats, parce que lui il appelait ça les postulats, les demandes. Alors, 4 demandes pour commencer. Je ne les ai pas fait afficher une par une, j'aurais dû. La première demande, je prends 2 points, je peux tracer un segment de droite. Là encore, il n'y a pas grand chose à dire, ça nous paraît évident. Pas de souci. Deuxième postulat, si je prends un segment de droite, donc on va le faire, hein, je prends un segment de droite. Alors, il faut que je vérifie sur OBS. Ouais, c'est bon, ça rentre. Je prends un segment de droite, AB. Euclide dit, bon ben je peux l'étendre de chacun des côtés indéfiniment. Alors, il ne dit pas indéfiniment. Attention, hein, indéfiniment, il y a une notion d'infini que les Grecs n'aiment pas beaucoup, voire même ont peur de l'infini. Il dit que je peux le prolonger un certain nombre de fois. Troisième postulat, si je me donne un segment de droite, je peux tracer un cercle dont ce segment est le rayon. Donc ça veut dire j'ai le segment AB, je peux tracer le cercle de centre B de rayon A. Voilà, c'est un cercle, vous l'avez très bien compris. Critiquez pas mes cercles. Je suis sur tablette, je ne sais pas faire. Et on fait un postulat numéro 4, les angles droits sont tous congruents, ça veut dire qu'on peut les superposer, ils sont égaux. C'est les angles droits, là il n'y a encore pas de souci. Donc voilà, je vais démarrer de ça, puis je vais voir ce que je vais faire avec ces 4 axiomes. Alors, parce que le cinquième, il y en a un cinquième, hein, on en parlera un peu plus tard. Il faut se laisser un petit peu de marge pour ce qui va suivre quand même, hein, ça peut être plus sympa. Voilà, alors ces postulats, le principe des postulats, c'est qu'ils sont admis. Ce sont nos points de départ. C'est à partir de ça qu'on base la théorie de la géométrie, qu'on va appeler euclidienne, une fois qu'on aura le cinquième axiome. Et donc on ne va pas les démontrer, on va dire, ok, tout ça, c'est vrai, on n'en parle plus. Et à partir de ces postulats, eh bien, on va établir de nouveaux résultats, et ces résultats, c'est ce qu'on appellera des théorèmes. Un théorème, c'est quelque chose qui a été démontré. Alors, j'espère que vous êtes prêts, car nous allons démontrer notre premier théorème. Le premier théorème, première propriété qui apparaît dans les aimants d'Euclide, il dit que si je prends 2 points A et B, eh bien, je peux construire un point C tel que le triangle ABC est équilatéral. Normalement, ça c'est une construction que vous avez tous vue au collège au minimum, que vous avez peut-être oublié, mais on va se le remettre en mémoire grâce aux éléments d'Euclide et en utilisant uniquement les postulats. Parce que c'est le premier théorème, j'ai le droit d'utiliser rien d'autre. Est-ce que je ferai de la démonstration de manière un peu formelle? Bof. Je prends une question du chat. Le but, c'est que d'avoir une conférence un peu grand public. Je commence à être dans le trop formel. Il y aura du formel à la fin. Alors, le postulat du cercle de rayon AB doit suffire, me dit-on dans le chat. Eh bien non, il ne suffit pas. En tout cas, pas comme je l'ai dit, mais oui, ça va être l'idée. Parce que, en fait, la première chose avant de pouvoir faire le cercle de rayon AB, il faut que je trace le rayon AB. Ça va être un des gros dangers de ces démonstrations, c'est qu'il faut faire attention à ce que je ne grille pas les étapes. Donc, la première chose, postulat 1, je peux tracer le segment AB. Et je vais commencer de là. Parce que le segment, je ne l'avais pas. Une fois que j'ai ce segment, je peux appliquer mon postulat numéro 3. En effet, il est alors possible de tracer le cercle de centre A de rayon AB. Donc, ce cercle, il est où mon laser? Ce cercle là. Et le cercle de centre B et de rayon AB également. Une fois que j'ai ça, c'est simple.
je place le point C à une des intersections. Alors, moi, déjà, d'entrée de jeu, j'ai un problème avec cette démonstration. C'est que il a placé un point comme ça, mais comment il sait qu'il existe ce point? Il a fait un exemple et jamais Euclide ne justifie l'existence de ce point. Il dit toujours, bah, je prends le point d'intersection, il ne se soucie pas de savoir s'il y en a un, s'il y en a deux, s'il y en a trois, s'il y en a sept. On va pas lui jeter la pierre quand même, de toute façon il est mort, c'est trop tard. Mais quand même, ça peut poser souci. Bon, et maintenant que j'ai ce point, j'ai pas tout à fait fini encore, parce que moi je voulais construire un triangle, et pour construire un triangle, eh ben, je repasse au postulat 1. Maintenant je peux tracer les segments AC et BC, et je n'ai pas tout à fait fini encore. Parce que c'est quoi un triangle équilatéral? C'est un triangle dont les trois côtés sont égaux. Et là, tout ce que j'ai, c'est que AB égale AC. Alors pourquoi j'ai ça? Parce que B et C sont sur le cercle, et par définition du cercle, c'est la définition 15, je me rappelle bien, par définition du cercle, AC égale AB. De la même manière, AB égale BC, par définition du cercle de centre B. Et Alexis vient de le préciser, oui, puisque AC égale AB et puisque AB égale BC, par la notion commune numéro 1, si deux choses sont égales à une même chose, alors elles sont égales entre elles. Et donc, voilà, définition 15 du cercle, on a bien AB égale AC égale BC. Et donc, vous voyez que, mine de rien, ne pas sauter d'étape, c'est quelque chose qui est difficile. Et pour bien l'illustrer, je vais vous passer la démonstration suivante. Alors, on ne va pas faire tous les théorèmes de Euclide, je vous rassure, partez pas tout de suite. On va se faire un petit deuxième. Parce que maintenant que j'ai démontré comment on faisait pour construire un triangle équilatéral, bien, je vais pouvoir réutiliser ça. Une fois que je sais construire un triangle équilatéral, je ne vais pas reprendre tout le processus de construction. Je vais dire, ok, j'ai un segment, j'ai deux points, je fais le triangle équilatéral. Et donc, on va s'en servir pour faire le théorème numéro 2. Si je prends un point A et un segment BC, je peux construire un point D tel que AD égale BC. Donc, j'ai pris un point A, j'ai pris un segment BC. Je regarde si j'ai des suggestions et je regarde s'il y a des gens qui vont tomber dans le piège ou pas. Parce que là, il y a une chose à faire. Non, mais faut pas avoir peur de parler. On est là pour faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Moi aussi, je me suis planté la première fois. Donc, la solution qui serait simple, c'est de dire, je prends la longueur ABC, puis je la reporte. Je sais faire un cercle. Je prends cette longueur-là, je fais un cercle, quoi, comme ça. Un patato cercle. Puis après, je prends un point là. Oui, c'est un cercle jésonien, cette vache. Voilà. Bon, mais ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Parce que en fait, le postulat d'Euclide, il dit si j'ai un rayon, je peux faire un cercle qui a pour centre une des extrémités de segment. Et là, A, c'est pas une extrémité du segment BC. Donc ça marche pas. Je ne peux pas faire le cercle là. J'ai pas le droit. Donc il faut que je fasse autrement. Alors s'il y en a qui veulent essayer chez eux, n'hésite pas, c'est un bon exercice. Mais comment ça marche? D'après le théorème, alors pas théorème 2, théorème 1, hein, voilà, vous n'avez rien vu. D'après le théorème 1, je peux construire un point F tel que ABF est équilatéral. Ça, j'ai pas besoin de repasser par les étapes que j'avais avant, je les ai faites une fois pour toutes. Je peux le réutiliser. Et puis après, je déroule. Alors, je vous montre la fin de la construction. Voilà. Comme vous voyez, c'est pas une construction qui est simple. Et voilà.
Donc là, je vois que le segment AD, la longueur AD est égale à la longueur BC. Alors je le prouve en utilisant les axiomes, et comme vous voyez, la construction, c'est pas évident. Il y a 2 cercles, il y a 3 prolongements. C'est pas simple. Ouais. En effet, nous allons développer la patato-mathématique avec les patato-cercles, les frito-segments et, je ne sais pas, le gratin rectangulaire. C'est un concept. C'est un concept. Donc voilà, j'espère que pour ce premier passage, vous avez bien compris ce que je voulais vous dire, parce que là, on va passer au gros morceau. Les purées-raboles, pourquoi pas? Donc avec les 4 premiers postulats, je peux prouver 28 théorèmes des éléments. Les 28 premiers, évidemment. Alors en vrai, 29, j'ai abusé parce que la 31 n'utilise pas le 5e. Bon, le problème dans les éléments, c'est qu'il n'y a pas 4 postulats. Il y en a 5, et le voilà. Si deux lignes droites sont séquentes avec une troisième de telle façon que la somme des angles intérieurs d'un côté est inférieure à 2 angles droits, alors ces 2 lignes sont forcément séquentes de ce côté. Ouais. Ça partait bien. On avait 4 postulats indiscutables. Et là, on a en effet le vilain postulat, le postulat carotte, qui arrive et qui vient foutre en l'air toutes nos patatomates. Grosso modo, qu'est-ce que ça dit? Je reprends avec le schéma que j'ai honteusement volé à Wikipédia parce que j'avais la flemme. J'ai donc 2 droites qui sont séquentes à une troisième droite. Donc ça, c'est la troisième droite. Ces deux-là, elles sont séquentes. Et si je fais les 2 angles alpha plus bêta, c'est inférieur à 2 angles droits, c'est-à-dire 180 degrés. Eh bien, je peux dire que mes droites, là, vont se croiser du côté gauche de ma figure. Et ça, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, le théorème 1, c'était construire un triangle, le théorème 2, c'était construire un segment. Des trucs qui nous paraissaient débiles et qui ne le sont pas. Et ça, à première vue, ça paraît tout sauf débile. Et c'est ça qui va poser problème, c'est que ce postulat, on n'a pas envie que ce soit un postulat. Non, ça c'est pas évident. Je veux pouvoir le démontrer. Je ne veux pas que ce soit un postulat. Eh bien, c'est la daube. Voilà la situation. Alors, évidemment, j'ai oublié une partie ici. Donc, j'ai mes axiomes 1 à 4, mes postulats 1 à 4. À partir des axiomes 1 à 4, je peux démontrer les théorèmes 1 à 26, qui me permettent de démontrer le 27, puis le 28 et le 31. Et puis quelque part, par là, j'ai mon 5e postulat qui arrive. Avec les théorèmes 1 à 26 et le 5e postulat, je démontre le théorème 29. Avec le théorème 29 plus le 27, je démontre le 30, etc. etc. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il n'est pas possible de faire ça? C'est-à-dire, quelque part, là, dans cette première partie, essayer d'avoir le 5e postulat pour qu'il ne soit plus un postulat, que ce soit un théorème. Parce qu'il nous gêne, il est trop compliqué, ça ne va pas du tout. Donc voilà, l'idée c'est, est-ce qu'on peut démontrer le 5e postulat en utilisant uniquement les 4 premiers? Alors, le 5e postulat, c'est ça, un petit peu pas très confortable. Alors, on a un truc qui est équivalent, qu'on va appeler le 5', qui est la contraposée. Alors, le 5e postulat, il dit que si deux lignes sont séquentes et que la somme des angles intérieurs est inférieure à 2 droits, alors les droites sont séquentes. La forme contraposée, c'est je parle du contraire de la conclusion, si deux droites sont parallèles, et j'aboutis au contraire de, je ne sais plus comment ça s'appelle, la prémisse. Et donc le contraire de la somme des angles intérieurs, c'est la somme est supérieure. Bon, il s'avère que je peux le résumer à la somme des angles vaut 2 droits. Par exemple, ici,
si je regarde les angles 2 et 4, cette somme des deux angles vaut 180 degrés. Donc, je pourrais essayer de prouver ça avec les 4 premiers postulats, je pourrais essayer de prouver ça avec les 4 premiers postulats, ça me débarrasserait de ce problème. Ou je pourrais faire autrement. Alors, les tentatives, il y en a eu plein. Hein. Posidonius qui va utiliser une définition alternative pour deux droites parallèles, c'est deux droites qui restent à la même distance. Alors, vous le savez bien, je prends deux droites parallèles comme ça, que je regarde la distance ici, la distance ici, la distance ici, c'est toujours la même. Alors, il a réussi à démontrer le 5e postulat avec ça. Sauf qu'en fait, cette définition-là, elle utilise déjà le 5e postulat. Donc ça ne marche pas. En fait, il a démontré le 5e postulat en utilisant le 5e postulat. C'est ça que je vous disais, hein, c'est que c'est vachement dur quand on organise la démonstration de se dire, mais est-ce que j'utilise quelque chose d'avant ou pas, hein? Vas-y, Quadrivium, balance ta vidéo sur plan projectif, n'hésite pas. On est sur un espace de pub partagé, si tu veux. Allez, me voilà. Donc Posidonius, ça marche pas. Ptolémée, il a voulu faire la même chose avec l'aide d'angles alternes. Sauf que lui, il a fait pire, c'est qu'il s'est trompé dans la logique, il a confondu la contraposée et la réciproque. Donc ça marchait pas. Et puis alors, il y en a eu plein. Il y a des gens qui ont essayé de le démontrer, ce postulat. Il y a Proclus, Omar Khayyam. Et bien plus tard, hein, Wallis et Legendre. Hein. Wallis et Legendre, on est au 16e, 17e siècle. Hein. Pendant 2000 ans, c'est resté, et tous, en fait, dans leur démonstration, sans faire attention, hein, ils avaient une démonstration, mais ils utilisaient déjà le 5e postulat. Et donc, ils démontraient le postulat à l'aide du postulat. Ça ne marchait pas, forcément. Bon, alors on a quand même eu des simplifications, hein, parce que ce 5e postulat, il est sympa, mais je vous l'ai dit, il est un peu dur à comprendre. Et ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on peut le remplacer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends les axiomes 1, 2, 3, 4 et 6, où 6, c'est par un point donné, on peut mener une et une seule droite parallèle à une droite donnée. Si j'essaye, pareil, de démontrer des théorèmes avec ces axiomes-là, eh bien, j'obtiens exactement les mêmes théorèmes que si j'utilisais 1, 2, 3, 4 et 5. En fait, cet axiome 6, en fait, ça correspond au théorème 31 et 30 des éléments d'Euclide. Donc, ils ont déjà été démontrés, ils utilisaient le 5e postulat. À partir de ces 5 postulats-là, je peux redémontrer le 5e postulat. Et vous voyez, je tourne en rond. Parce que ça utilise le 5e postulat. Le 5e postulat peut utiliser ça. Donc, ce n'est pas une démonstration, mais c'est une forme alternative. Si jamais j'arrivais à démontrer ça, j'arriverais à démontrer le 5e postulat. Alors, j'en ai d'autres. Par exemple, si je fais 1, 2, 3, 4, 7, où 7, c'est la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits, et pareil, j'ai la même géométrie. J'ai rien de nouveau, rien d'enlevé. C'est exactement les mêmes théorèmes. Alors pourquoi ça marche? Comment je démontre que la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits? Je trace une parallèle. C'est l'axiome 6. Alors c'est une phytoparallèle. D'accord? Et ce que je remarque, c'est que cet angle-là, il est égal à celui-là. Que cet angle-là, il est égal à celui-là. Et donc, si je fais la somme, comme c'est un angle plat, la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Et voilà, c'est terminé. Et inversement, si j'admets que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, je peux démontrer que par un point donné, il existe une unique droite parallèle à une droite donnée. Je peux faire plein de choses. Je peux également, alors j'ai mis 7, parce que c'est exactement la même chose. Si je suppose que la somme des angles d'un quadrilatère, c'est 360 degrés, soit 4 droits, c'est pareil, c'est la même géométrie. Hein. Comment ça se démontre? Je prends le quadrilatère, on le découpe en 2 triangles. Comme chaque côté fait 180 degrés, 180 plus 180, ça fait 360. Voilà. On a plein d'équivalents. Alors, pas d'équivalents au postulat, mais d'ensembles équivalents aux 5 axiomes d'Euclide, avec des angles plus simples. Mais on n'a jamais réussi à démontrer
Oh, il a assassiné, il n'est pas assassiné, ce quadrilatère, il est disséqué. Je connais des gens qui ont été disséqués qui le disent très bien. Bref. Donc voilà, la somme des angles d'un quadrilatère est égale à 4 droits. On n'est pas bien avancé. Alors ce qu'on va faire, ce qu'on a fait, ce que des mathématiciens ont fait, c'est dire, bon bah d'accord, j'arrive pas à démontrer le cinquième postulat. Eh ben, j'ai essayé de montrer que si je pense le contraire, ça marche. Et donc voilà, nouvelle approche. Le cinquième postulat, je vais remplacer le cinquième postulat par la somme des angles d'un quadrilatère est strictement inférieure à 4 droits. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'angle aigu, qui a été introduite par Wallis et par Saccheri. Et là, il y a deux possibilités. Soit j'aboutis à une contradiction qui me dit que mon cinquième axiome était peut-être pas raisonnable, ou j'aboutis pas à une contradiction et je ne sais pas quoi en faire. Parce que tant que je ne suis pas contredit, pas de souci. Oui, c'est le même Wallis que les intégrales. Il a fait des choses bien, il a fait des choses moins bien, Wallis. Si ce n'est qu'à Wallis, on n'aura pas de nombre négatif. Et donc, aboutir à une contradiction, ça invaliderait l'hypothèse de l'angle aigu. J'ai fait l'angle aigu, vous vous doutez bien que je peux faire la même chose avec un angle obtus. La somme des angles d'un quadrilatère est strictement supérieure à 4 droits. Pareil, soit j'ai une contradiction, soit j'en ai pas. S'il y a une contradiction, l'hypothèse de l'angle obtus ne tient pas, puisque c'est le seul truc que j'ai changé, et donc je suis libéré. Et donc, si j'arrive à éliminer l'angle aigu et l'angle obtus, il me restera uniquement le cinquième postulat qui doit être le vrai. Soit. Faisons comme ça. Eh bien, c'est le drame, parce que la contradiction ne vient jamais. Elle ne vient jamais, et c'est même pire que ça en fait. C'est que les mathématiciens, ils l'assument pas. Il n'y a aucune contradiction, mais ils n'assument pas de ne pas trouver de contradiction. Donc, une citation de Saccheri ici. L'hypothèse de l'angle aigu est absolument fausse, car cela répugne à la nature de la ligne droite. Voilà. Il essaye de démontrer que quelque chose est faux, et il n'y arrive pas, et il persiste quand même à dire que c'est faux. Alors que Saccheri, il a trouvé des résultats qui sont absolument magnifiques, qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais non, ça lui allait pas. Ça lui allait pas, donc il ne voulait pas les publier. Alors, il s'est passé la même chose avec Gauss. Alors Gauss, c'est pas qu'il osait pas, mais c'est que il avait pas envie de vexer les gens. Voilà. Mais il a toujours pas publié. Et donc il a fallu attendre, deux gars. Lobachevsky, pour commencer en 1829, et Bolyai, le mec à barbe, en 1832. Alors il y a eu Gauss, il y a eu Riemann aussi, mais c'est vraiment les deux noms qu'on va retenir. Parce que eux, ils ont osé. Ils ont supposé, ils ont pris une hypothèse, un de l'angle aigu, un de l'angle obtus, ils ont développé leur théorie, ça marchait, il n'y avait pas de contradiction, eh ben tant mieux. On a une nouvelle théorie. Et on a des géométries du coup qui sont non euclidiennes. Et voilà, nous avons en fait 3 géométries. Une géométrie où la somme des angles d'un rectangle est inférieure à 4 droits, c'est la géométrie hyperbolique. En fait, ça revient à regarder des surfaces, oui, de la géométrie sur une hyperbole, c'est-à-dire une figure comme ça. La géométrie euclidienne où la somme des angles d'un quadrilatère vaut 4 angles droits. Et la géométrie sphérique où la somme des angles d'un quadrilatère est supérieure à 4 angles droits. Donc on a 3 géométries. Rien qu'en changeant le dernier postulat, il y a 3 versions du dernier postulat, et bien il y a 3 versions de géométrie. Il y en a un peu plus. Quadrivium, c'est encore à toi. Rien qu'en changeant un petit truc, on aboutit à une théorie totalement différente. Et en fait, quand je dis totalement différente, c'est pas juste ça qui change. Slide suivante, c'est qu'on change
totalement le point de vue. Géométrie euclidienne, tout se passe bien. Je prends un point donné, il y a une unique droite parallèle à une droite donnée. Parfait. La somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Parfait. Et surtout, les théorèmes de Pythagore et de Thalès sont vrais. Ça valait le coup de les apprendre en 4e et 3e pour son brevet. Et pas de chance, si je passe à la géométrie hyperbolique, donc c'est là où la somme des angles d'un quadrilatère est plus petite que 180, et par un point donné, il passe maintenant une infinité de droites parallèles. Et ça devient chiant. Ça devient chiant pour trouver les islamismes. La somme des angles d'un triangle est strictement inférieure à 2 droits. Et je peux même créer des pentagones qui ont 5 angles droits. Ouais. Autant vous dire que dans un monde où il y a des pentagones à 5 angles droits, je vais avoir du mal à utiliser le théorème de Pythagore et de Thalès. D'ailleurs, il se faut. Et puis la géométrie sphérique. Alors la géométrie sphérique, c'est l'inverse. Par un point donné, il ne passe aucune droite parallèle à une droite donnée. Et ça, en fait, c'est ce qu'on voit sur Terre. Hein. Qu'est-ce que c'est la géométrie sphérique? Je prends une sphère, les droites, c'est ce qu'on appelle des méridiens. Vous voyez tous ce que c'est un méridien. Prenez 2 méridiens, n'importe lesquels, ils se coupent. Ils se coupent au pôle. Et alors les méridiens, vous pouvez les prendre de travers. Hein. L'équateur, c'est aussi un pseudo, enfin c'est une droite sphérique, entre guillemets. Vous prenez l'équateur, vous prenez n'importe quel grand cercle sur Terre, et il se coupe. Il n'y a pas de droite parallèle. Ça n'existe pas, les droites parallèles en géométrie sphérique. Pour la somme des angles d'un triangle, elle est strictement supérieure à 2 droits, et j'ai même des triangles où il y a 3 angles droits. Hein, vous avez une illustration juste ici. Hop. Là, j'ai un angle droit, là, j'ai 2 angles droits, et là, j'ai 3 angles droits. Alors, ça revient à faire un huitième de la surface de la Terre. Alors, évidemment, hein, encore une fois, si j'ai un triangle à 3 angles droits, ça va être difficile de déterminer qui est l'hypoténuse, donc Pythagore, on peut oublier. Il y a même une formule très sympa qui permet de déterminer en fait l'aire d'un triangle en fonction de ses angles. C'est-à-dire, j'ajoute les angles, j'enlève 2π, c'est l'aire du triangle. Voilà. Ça explique la blague de Quadrivium qui parlait des arcs tout à l'heure. Les tropiques. Non, les tropiques ne sont pas des droites. Ah, alors il faudrait que j'essaye de faire une figure. En fait, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que j'attends la question? Non, ça, c'est pas des droites parallèles. Alors, je vais la faire du coup. Alors, qu'est-ce que c'est une droite dans une patatosphère, du coup? Il faut dire qu'une droite, c'est ce qu'on appelle une géodésie, c'est une trajectoire qui va joindre le plus rapidement possible 2 points. Et donc, en fait, si vous avez un point ici et un point ici, le trajet le plus rapide, c'est pas de passer comme ça par le tropique. C'est pas de faire comme ça. En fait, c'est de faire un peu plus. C'est de faire comme ça. Et donc, si vous continuez, en fait, vous allez avoir une intersection quelque part. Voilà. En fait, si vous... Ouais, c'est de la loxodromie. Loxodromie. Si vous voyagez le long du tropique, vous êtes sur une trajectoire qui est plus lente que la trajectoire avec un méridien. Une droite en géométrie sphérique, c'est un grand cercle, c'est-à-dire un cercle qui est centré sur le centre de la Terre. Le tropique, il n'est pas centré sur le centre de la Terre, il est centré un peu plus haut. Donc c'est pas une droite en géométrie sphérique. Ouais, et du coup c'est perturbant. Alors, c'est perturbant parce que en fait la géométrie qu'on utilise, c'est la géométrie sphérique avec la latitude, et les lignes de latitude, du coup, elles sont comme les tropiques. Et les lignes de latitude, du coup, c'est pas des droites. Si vous allez, vous prenez 2 points sur la Terre de même latitude, Paris-New York par exemple, vous allez sur, non, c'est pas tout à fait la même latitude. Prenez 2 points de même latitude, vous allez sur Google Maps et vous cherchez. Merci ma tante-tête, oh là là, mais quelle bosse, regardez. Et vous regardez, jamais
Il carry la game, mes amis. Jamais la droite, en fait, enfin la trajectoire la plus courte, elle passe par, elle fait la ligne droite, elle fait le tropique. Voilà, ça mérite d'aller voir sa vidéo le 22 juin sur Pythagore. OK. Donc voilà, changement de point de vue, ce qui explique tout à fait les trajectoires des avions. Si jamais vous avez appris un avion grande ligne, vous avez parfois des petits écrans où vous pouvez voir la trajectoire de votre avion et vous remarquez qu'elle a l'air de faire un arc de cercle, alors que non, elle fait une droite. Voilà. Oui, on a plus que moi. Il y a plein d'exemples. Je vais accélérer parce que quand même, il est déjà 45 et je ne peux pas non plus vous tenir toute la nuit. Donc voilà, ça c'était pour la géométrie. Mais sauf que nous, on est moderne et on n'a plus de figures. On a des nombres. Alors comment on fait avec les nombres? Eh beh, ça va pas beaucoup changer. Je lis pas le commentaire d'Alexis. Ça va pas beaucoup changer. C'est-à-dire qu'on va utiliser le même principe. On va essayer d'avoir des axiomes. Alors le but d'avoir des axiomes, c'est d'en avoir déjà le moins possible. Pourquoi? Parce que si on en a trop, on risque de se les mettre en concurrence, ils vont se court-circuiter, voilà. Et surtout d'avoir des axiomes simples, s'il vous plaît. Plus de 5e postulat, il y en a marre. Alors, on va essayer de faire ça. On va commencer par les nombres entiers. Allez. Est-ce que je peux faire la même chose en parlant de nombres? Commençons par les entiers. Eh ben, bouge pas, je m'en charge. Merci à Giuseppe Peano. Alors, je parle de Peano, il y a aussi Dedekind qui a travaillé là-dessus. Je garantis pas la citation, hein, je suis très mauvais en traduction italienne, donc il a peut-être pas dit ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Peano? Ben, Peano, il a regardé les entiers. Il s'est demandé à quoi ça ressemble. Ben, ça ressemble à ça. L'ensemble des entiers, c'est ça. Ça commence à 0. Et puis ça se suit. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, 5. Bon. Le but, ça va être de dégager des axiomes qui vont permettre de décrire cette figure, ce cas de figure, 0 et tout ce qui suit, et surtout de ne décrire rien d'autre. Il faut ne laisser aucune possibilité. Donc on va commencer. Premier axiome, alors qui n'est pas tout à fait un axiome au sens où on l'entend, à partir de là quand même. Il existe un entier naturel que l'on notera 0. Voilà. On va commencer par 0. Voilà, ça commence bien, voilà. Voilà, notre ensemble des entiers naturels, il a un frigo 0. Bon, il n'est pas très plein, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, si je prends un entier naturel n, eh ben, il a un unique successeur qu'on note S de n. Ouais, alors quitte à balancer une vidéo, t'aurais pu balancer la mienne sur 0, quoi. Mais je vous jure, c'est... Voilà, terrible. Donc, deuxième axiome, tout entier naturel a un unique successeur. Ouais, bon, ça marche bien, ça, parce que le successeur de 0, c'est 1, le successeur de 1, c'est 2. Voilà, bon. Voilà, on a deux axiomes. Et on n'a pas fini. Pourquoi on n'a pas fini? Parce qu'avec ces deux axiomes, je peux faire plein de cas de figure. Hein. Voilà. Tout ça, ça marche. Dans chacun des cas suivants, j'ai 0 et chaque nombre a un unique successeur. Voilà. Merci. Enfin, qu'il est bon, ce Alexis. Je dis pas ça parce qu'il doit me payer à la fin. Donc voilà, ça marche. C'est ce que je voulais. Mais ça aussi, ça marche. Alors ça, c'est Z. Je pourrais se dire, je pourrais presque faire un effort pour pas Z. Mais ça aussi, ça marche. Et ça, c'est un peu plus embêtant. Hein, des trucs qui arrivent dans tous les sens. Et puis, alors là, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est Z sur Z, Z sur 10Z, ceux qui connaissent. Ça marche aussi, hein, ça respecte les deux axiomes. Donc il faut que j'y aille un peu plus loin. Et donc, on va dire, il n'y a rien avant 0. Enfin, pour les entiers. Donc 0 n'est que le successeur d'aucune entité naturelle. Alors ça, c'est bien. Parce que ça barre ça barre ça, et ça barre ça.
Mais c'est pas fini encore. Parce que je pourrais avoir, par exemple, un truc qui arrive là. Voilà. Des nombres qui arrivent comme ça. Ça met en cause, ça remet en cause aucun des 3 axiomes. Donc, faut que je continue. Donc déjà, on a un axiome 4 qui dit que il ne peut pas y avoir de trajectoire qui arrive sur ma ligne des entiers naturels. Ça, comment on va le dire? Ben, on va dire que si deux nombres ont le même successeur, ces nombres sont égaux. Si on les taupe, ça s'appelle l'injectivité. Ça, on est content, hein, parce que ça nous empêche d'avoir une ligne comme ça qui va traverser. Parce que du coup, celui-là et celui-là, ils ont le même successeur. Alors c'est une grosse flèche, hein. C'est de la patate Charlotte, là, le minimum. Mais du coup, ce nombre-là et ce nombre-là, ils ont le même successeur. Donc c'est forcément les mêmes. Je ne peux pas avoir une droite qui vient comme ça. Ben voilà. Ils sont faciles mes 4 axiomes. Sauf que non. Sauf que non. Parce que ça marche encore. Ça marche encore. J'ai mes entiers naturels, j'ai une ligne parallèle là. Ça marche encore. 0 n'est le successeur d'aucun nombre entier. Si deux nombres ont le même successeur, ces nombres sont égaux. Et il faut que je fasse quelque chose. Bon, ben on va pas avoir le choix, hein. Il va nous falloir un 5e postulat. Si un ensemble d'entiers naturels contient 0 et contient le successeur de chacun de ces éléments, alors cet ensemble est l'ensemble des entiers naturels. Oh mais que voilà-je! Ouais, ça partait bien, et puis bah, on a tout foiré, parce qu'il nous fallait un truc qui dit non, il ne peut pas y en avoir d'autres. Et c'est l'axiome 5 qui devrait rappeler quelque chose aux élèves de terminale, et même ceux qui ont fait un peu plus, hein, bien sûr. C'est évidemment l'axiome de la démonstration par récurrence. Si un ensemble contient 0 et contient tous les successeurs, c'est-à-dire si il contient le suivant, ben, c'est que c'est vrai pour tous les entiers naturels. C'est l'axiome de la démonstration par récurrence, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement. Je le comprends. Alors, cet axiome, il pose d'autres problèmes en logique parce que c'est un énoncé du 2e ordre. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est parce que c'est un axiome qui parle d'ensemble d'ensemble. Donc il y a 2 couches d'ensemble et ça, on n'aime pas. Et donc, ben, voilà, j'ai fini. Les entiers naturels, c'est quoi? Ben, c'est 0. Puis le successeur de 0, S0. Puis le successeur de 0, S de S0. Alors, ça commence à être lourd. Donc on va les noter. 0, 1, 2, 3, etc. 0, 1 et 2, c'est des notations. 1, c'est le successeur de 0. C'est sa notation. Alors, évidemment, 4, bonne soirée Ramen, n'hésite pas à voir la rediffusion. J'espère que je n'ai pas fait l'intro. 1, 2, 3, 4, voilà. 4, c'est le successeur du successeur du successeur du successeur de 0. Hein. On est content d'écrire 4 quand même. Hein. Bon, voilà, j'ai 5 axiomes qui me définissent l'ensemble des entiers naturels. Ne vous en faites pas, j'essaie d'accélérer. On essaye de finir à 22h. En même temps, c'est la faute d'Alexis, hein, il a lancé en retard. Hein. Voilà, merci. Une fois qu'on a les entiers naturels, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va les ajouter. Et encore, ben, réaction. Pour tout entier naturel n plus 0, ça fait n. Alors, notez bien que j'ai écrit n plus 0. J'ai pas écrit 0 plus n. Simplement n plus 0. Pour tout entier naturel n et p, n plus le successeur de p, c'est le successeur de n plus p. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En gros, ça veut dire n plus p plus 1 égale n plus p plus 1. C'est ça qu'on est en train d'écrire. Et bien en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que rien qu'avec ces 2 propriétés-là, je peux faire l'addition de n'importe quel nombre. N'importe lequel. Et je peux même avoir des théorèmes sur l'addition. Mais ce que je vous propose, hop,
c'est qu'on s'y mette tout de suite. Que vaut S de 0 plus S de 0? J'utilise l'axiome 2. L'axiome 2, il me dit que si je fais un truc qui est S de 0 plus le successeur d'un truc, en fait, je déplace le successeur. En gros, je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est fait, ce deuxième axiome. Ce deuxième axiome, il dit que si je fais ça plus ça pour faire ce calcul, mais ce que je fais, c'est que je prends un à un les petits bâtons là, et je les mets de l'autre côté, comme ça, etc. 2, 3. Et une fois que j'ai plus rien, j'ai fini. Donc, axiome 2, en effet, il y en a qui ont la réponse. S de 0 plus S de 0. Donc, j'utilise le deuxième axiome, c'est S de 0 plus 0. C'est ça. Oui, mais S de 0 plus 0, d'après le premier axiome, puisque n'importe quoi plus 0, ça vaut le n'importe quoi, ben c'est S de 0. Et donc, ce que je viens de montrer, je viens de démontrer que 1 plus 1, ça fait 2. J'ai caché le 3 trucs sous le tapis. On va pas vous mentir. 1 plus 1 égale 2. Alors, ce théorème, je l'ai démontré rapidement. Il a été démontré notamment par Russell dans ses Principia Mathematica avec un langage très formel, puisque j'ai vu passer dans le chat. J'aime la mathématique. Ne me clash pas, toi. Passe ton bac déjà, on verra après. Il a caché, il a rien caché lui justement. Il a tout mis en version très formelle. Ça fait une centaine de pages et il conclut par cette phrase 1 plus 1 égale 2. Ce résultat pourra être utile dans certaines situations. Voilà. On aime bien les trolls. Voilà. AZ qui envoie la conclusion. Voilà. Alors je dis centaines parce que je me souviens plus de. Je crois que ça apparaît dans le volume 2. À partir de là, je peux faire plein de théorèmes. Regardez. Pour tout entier naturel, n plus p plus q, c'est n plus p plus q. Associativité, c'est un théorème. C'est pas un truc naturel, c'est un théorème. Et il me suffit de ça pour le démontrer. Alors tout à l'heure, je vous parlais de dire que j'ai dit n plus 0 égale n. J'ai pas dit 0 plus n, mais tout simplement parce que le dire que 0 plus n égale n, c'est pas un axiome, c'est un théorème. Comment je le montre? D'après l'axiome 1, quand je fais 0 plus 0, ça fait 0. Youpi, il fallait bien un axiome pour dire ça. Et après, je prends n un entier naturel, tel que 0 plus n égale n plus 0 égale n. Si maintenant je calcule 0 plus s de n, d'après l'axiome 2, ça fait s de 0 plus n. Oui, mais 0 plus n, d'après ce que j'ai supposé là, ça fait n. Et donc ça fait s de n plus 0. Je suis en train de faire une démonstration par récurrence. J'utilise maintenant l'axiome 5 pour mes entiers. Voilà. Ouais, je sais, il est 22 h. Pour certains, ça commence à être tard, ça commence à être un peu formel peut-être. Mais voilà, c'est une propriété, c'est un théorème. Un autre théorème qui est intéressant, c'est de dire que n plus p, c'est p plus n. C'est commutatif. Voilà, l'addition chez Peano, c'est juste 2 trucs. Et à partir de ces 2 trucs, je fais tout ce que je connais sur l'addition. C'est commutatif, si j'en fais 3, je peux le faire dans n'importe quel ordre. Si j'ajoute 0, c'est machin. Je peux tout calculer. Bon, maintenant que j'ai additionné, ce sera temps de faire un truc un petit peu plus compliqué. Non? Comment je multiplie? Comment je multiplie? Pareil. 2 axiomes. 2 axiomes et j'ai tout ce qu'il faut. Pour tout entier naturel, n fois 0 égale 0. Et encore une fois, ça, 0 fois n égale 0. Alexis a suivi, c'est génial, c'est un théorème. Pour tout entier naturel n et p, maintenant il faut que je définisse c'est quoi n fois s de p. C'est n fois p plus n. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis que n fois p plus 1, c'est égal à np plus n
et je suis en train de cacher quelque part que n fois 1 c'est égal à n. D'accord? Parce que c'est pareil, n fois 1 égale n, c'est un théorème. Donc voilà, pareil, hein, je peux démontrer plein de choses. Je peux démontrer que, voilà ce que je disais, n fois 1 c'est égal à n, parce que n fois 1 c'est n fois s de 0, donc c'est n fois 0 plus n, et n fois 0, c'est 0. 0 plus n, je l'ai montré avant, ça fait n. Je suis content. Et vous voyez au passage que, mine de rien, pour démontrer que n fois 1 ça fait n, ça m'a pris une ligne. Pour démontrer que 1 fois n, dans l'autre sens, ça fait n, je dois faire une démonstration par récurrence, parce que j'ai pas précisé de sens là-dedans. Alors, heureusement, il y a cette propriété qui va me sauver, qui va me dire que n fois p, c'est p fois n. Ok. Donc voilà, je peux faire tous les entiers avec ça. C'est cool, hein? Mais c'est pas suffisant. Plus que 4. C'est pas suffisant. Il y en a qui le savent, c'est que la théorie qu'on utilise maintenant, c'est la théorie des ensembles. Et on va finir là-dessus. La théorie des ensembles, c'est de dire que tout est ensemble. Alors, ça vient donc, on utilise les axiomes ZF. Et il y en a plusieurs. Alors, un qui n'est pas vraiment un axiome, pareil. Il existe un ensemble qui est l'ensemble vide. Alors, l'ensemble vide, c'est soit ça, soit ça. C'est une notation. Et puis, on a plein de petits axiomes. Extensionnalité, deux ensembles sont égaux s'ils ont les mêmes éléments. Super. Hein. Axiome de la paire, si je prends deux ensembles A et B, je peux construire un ensemble qui contient uniquement les éléments de A et B. Alors, en gros, je peux construire ça. Voilà, super. Ouais, il y a une vidéo, Science for All a fait une vidéo beaucoup plus élaborée. Moi, j'avais, comme c'est un peu plus grand public, j'ai pas voulu étendre là-dessus. Et puis, vous voyez déjà, il est déjà 22h, j'ai trop parlé. Je te laisse la mettre en lien. Ouais. Faudra penser à ceux qui font la rediff à mettre toutes les vidéos qu'on a mis là dans le lien de la description de la rediff. Hein. Faites de la pub aux camarades pour le YouTube Math. Voilà, axiome de la réunion. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu tordus. Axiome de l'infini. Il existe un ensemble qui contient l'ensemble vide et pour lequel, pour tout x appartenant à cet ensemble, x union l'ensemble qui contient uniquement l'ensemble x appartient également à cet ensemble. Ça ressemble vachement au cinquième axiome de Peano, c'est la récurrence. Alors c'est plus fort. C'est beaucoup plus fort que la récurrence, mais c'est pas. Puis j'en ai une flopée. Et donc en fait, quadrivium. Et donc en fait, je prends les axiomes de la théorie des ensembles. Alors j'ai pas besoin des restes. Il y en a d'autres. Hein. Je sais plus combien il y en a 12 ou 13. Et je peux reconstruire les ensembles entiers comme ça. Comment je fais? Je pars de l'ensemble vide qui est mon 0 et j'utilise comme successeur x union l'ensemble qui contient uniquement x. Alors attention, hein. Ça, c'est là où c'est un peu tordu. X, c'est un ensemble et ensemble x ensemble, c'est un ensemble qui contient un seul élément et cet élément, c'est l'ensemble x. Il y a un moment, quand on fait trop d'ensembles, ça devient tordu et on s'en détache assez vite. Il faut se rendre compte que c'est des ensembles, mais des fois, il faut oublier que c'est des ensembles et ça se passe mieux dans la tête. Comment on traduit du coup les nombres? Ce que je vous ai dit, 0 c'est l'ensemble vide. Allez. Et maintenant, j'utilise l'opérateur de succession. Je vais dire que 1, c'est 0 union singleton 0. C'est-à-dire vide union singleton vide. Et alors là, j'utilise en fait l'axiome de la réunion. Et je peux démontrer aussi que vide union n'importe quoi, c'est le n'importe quoi. Et en fait, 1, c'est 0. Alors attention, hein, il y a ces accolades. Hein. J'ai pas dit 1 égale 0. Ça, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les mathématiques. J'arrête les maths. Mais j'ai dit 1 égale l'ensemble qui contient 0. 1, c'est un ensemble qui a un élément qui est 0. Voilà. Puis je continue. 2, c'est 1 union l'ensemble 1.
1, c'était quoi? C'était 0, union 1, mais en fait 2, c'est la paire 0, 1. Je peux continuer. 3, c'est 0, 1, 2. Et en fait, si je continue comme ça, mais, par exemple, 7, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme ça qu'on définit les, les entiers naturels. Alors, l'autre, etc., etc. En fait, chaque entier naturel, quoi, il manque le 0. J'ai oublié 0, pardon. De toute façon, on ne voit plus. Vous n'avez pas de preuve. Enfin, s'il y a de la vidéo. Il manque le 0, en effet, j'ai oublié. En fait, chaque entier naturel, en fait, je le définis comme l'ensemble de tous les entiers naturels qui lui sont inférieurs. Et c'est pas une définition qui est totalement débile. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., etc. On compte de manière cardinale. On regarde le nombre d'éléments d'un ensemble. Mais regardez, l'ensemble 3, là, ben, il a 3 éléments. L'ensemble 1, il a un élément. L'ensemble 0, il a 0 élément. Et ce que je remarque aussi, c'est que n est plus petit que p au sens usuel. Ça veut dire quoi dans le sens des ensembles? Ben, ça veut dire que n est inclus dans p. Par exemple, 8, cette fois, j'oublie pas le 0, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que j'ai débordé sur la carte, c'est pas grave. Gagné. Alors, du coup, je vais en prendre un là. Et en fait, bah, 3, c'est un élément de l'ensemble 8. 3 est donc plus petit que 8. Voilà comment on traduit en ensemble. Et voilà. Et je peux définir alors toutes les opérations, redémontrer tous les théorèmes que j'ai fait sur les entiers. Je ne vais pas le faire, hein. Je pourrais. Je pourrais. J'ai un peu la flemme, je vous avoue. Je pourrais. Puis là, c'est le drame. J'avais envie de finir sur un drame. Je pense qu'il y en a qui l'ont vu venir. Je l'ai marqué là, j'ai laissé un petit indice. Là, c'est le drame. C'est l'axiome du choix. Tiens. Bonjour, la faute d'orthographe. L'axiome du choix, que voilà-je. Pour tout ensemble X d'ensemble non vide, il existe une fonction définie. En gros, si je me donne un ensemble avec des ensembles, je peux choisir un élément dans chaque ensemble. Ça paraît logique, n'oubliez pas que là, les ensembles, ils peuvent être infinis. Infiniment grands. Tant qu'on veut. Et là, ça devient compliqué. Est-ce que je peux vraiment choisir un ensemble dans chaque élément? Alors, je vous demande pas de me répondre, hein. Je suis pas sûr qu'on ait la réponse un jour. C'est un axiome, après tout. Mais en fait, son problème, c'est qu'il est utile, hein, cet axiome. Surtout pour faire des bases dans des espaces vectoriels. Mais il est franchement pas intuitif, même dans sa formulation. Et il produit des résultats étranges. Voilà. Statisticien, il l'a trouvé. Le paradoxe de Banach-Tarski, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il existe une façon de découper une boule pleine, en un nombre fini de morceaux, de recoller ces morceaux et d'obtenir deux boules identiques à la première, sans trou. Je peux dupliquer une boule. Ce découpage est évidemment théorique, on ne va pas résoudre la fin d'un monde comme ça, mais avec la somme du choix, je peux démontrer ce théorème. Voilà. LGJ vient de pop dans le chat, évidemment, je pensais à lui. Et donc voilà le problème, c'est que j'ai un axiome qui est utile, mais qui me produit des résultats bizarres. Et ça vous rappelle personne? En fait, avec cet axiome du choix, on est exactement dans le même cas que Sakiri quand il avait sa géométrie, c'était hyperbolique lui. Il avait pris un axiome qui était un peu bizarre, pas forcément intuitif, il avait développé, et il avait des résultats qui lui plaisaient pas. Et ben voilà, ça se passe comme ça aujourd'hui en maths. On a cet axiome, c'est maths, on a cet axiome, et bah, aujourd'hui, il y a ceux qui l'utilisent, il y a ceux qui le rejettent. Puis ça va encore plus loin, hein. J'aurais pu continuer, hein. Si cette conférence a plu, évidemment qu'il y aura un volume 2. Il faudra revoir mon cachet par contre.
Puis il y a ceux, voilà, je peux continuer, on en parlera peut-être. Il y a ceux qui utilisent le raisonnement par l'absurde, puis il y a ceux qui le rejettent. Même on n'est plus dans les axiomes, là on est dans la logique. Donc la logique intuitionniste d'un côté, constructiviste. Il y en a qui sont pas d'accord. Puis il y a des théorèmes qu'on ne sait pas démontrer. On sait qu'il y a des théorèmes qu'on ne pourra pas démontrer. Et il y a une stratégie en fait qui est utilisée beaucoup dans les mathématiques. Il y a un truc que je sais pas démontrer au hasard. Il y a un petit résultat qu'on essaie de démontrer depuis 200 ans qui s'appelle l'hypothèse de Riemann. Pas grand-chose. Pas s'attarder dessus. Bon, on n'arrive pas à la démontrer. On ne sait pas si on sait la démontrer. On ne sait pas si on saura la démontrer un jour. Et qu'est-ce qu'on a fait? Mais on va dire que c'est vrai. Oui. Ok. Bon, on va dire que c'est vrai. Deux possibilités. Soit je vais aboutir à une contradiction. Dans ce cas-là, j'aurais peut-être prouvé que c'est faux. Soit je ne vais pas y aboutir. Mais j'aurais dit des résultats, des théorèmes, dans lequel, si cette chose est vraie, alors celui-là aussi. Et j'enchaîne comme ça. Il n'y a pas de raison que je m'arrête parce qu'il y a un résultat que je ne sais pas démontrer. Je peux continuer. Si j'arrive à un truc qui est absurde, c'est que c'était pas une bonne idée. Donc voilà. La chose à retenir, du coup, c'est qu'un théorème, ce n'est pas absolu. Un théorème, ça dépend des axiomes qu'on a. Quand on démontre, on part d'axiomes, même si on ne revient pas. Hein. Évidemment qu'on n'y revient pas toujours. Je veux dire, quand j'utilise 1 plus 1 égale 2, j'ai pas envie de revenir à Peano. Mais il faut se rendre compte de ça, c'est qu'un théorème, ça dépend de la théorie dans laquelle il est utilisé. Ouais, je peux bosser ma conclusion. Voilà, donc j'espère que cet exposé, cette conférence vous a plu. Et on passe à l'interrogatoire. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous écouter. Merci à tous. Oui, pardon. Excuse-moi, je t'ai un peu coupé. Ouais, merci à toi ouais. déjà, Jason. Et puis, donc l'interrogatoire est lancé. T'as les questions qui sont épinglées si tu souhaites aller voir ou est-ce que tu veux que On en ignorer ou pas? Ouais, c'est ton choix. Hein. Alors, qu'est-ce là? Donc de bas en haut. De base en Ça va haut. dans La l'ordre différence entre un chronologique. postulat et un théorème réside dans le fait que le postulat est admis en tant que tel de manière indépendante, alors que le théorème est quant à lui une conséquence d'un postulat. Eh bien, tout à fait. C'est qu'un postulat, c'est une brique élémentaire, et un théorème, c'est quelque chose qui est conséquence des postulats en utilisant les règles de la logique. Quand je dis la logique, c'est pas exactement vrai, parce que comme je l'ai vaguement mentionné, hein, voilà, t'as vu, c'est l'ouverture pour la prochaine conf que je ferai. C'est fou, hein? Quel talent. Là, les logiques, il y en a plusieurs. Par exemple, il y a une logique qui n'utilise pas le raisonnement par l'absurde. Et donc, avec les mêmes axiomes de départ, j'aurais peut-être pas les mêmes théorèmes. J'en aurais pas plus, hein, c'est pas possible. Par contre, j'en aurais moins. Mais ouais, j'ai les axiomes de la théorie, à côté, j'ai les axiomes de la logique, et tout ce qui vient après, c'est les théorèmes. Voilà. Peano a-t-il écrit ses axiomes avec ces mots ou bien avec un langage de symboles comme Zermelo? Eh bien, il me semble qu'il a fait les deux. Parce qu'il a expliqué un petit peu ce qu'il avait fait. Je crois qu'il a... le symbole, je crois qu'il arrive quand même beaucoup plus tard. Après, il y a deux types d'axiomes de Peano, j'en ai vaguement parlé. Il y a les axiomes de Peano que j'ai mentionnés, et il y a ce qu'on appelle les axiomes de je vais y arriver. Les axiomes de l'arithmétique de Peano, ce qui n'est pas tout à fait pareil parce que c'est reconverti en logique du premier ordre. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'axiomes pour définir les entiers, pour définir l'addition, pour définir la multiplication, et la démonstration par récurrence, en fait, en logique du premier ordre, elle ne va pas. Parce que c'est un axiome qui porte sur des ensembles d'ensembles. Voilà, on est sur du deuxième ordre. Et donc cet axiome, pour l'arithmétique de Peano, il a été reformulé en une infinité d'axiomes. On appelle un schéma d'axiomes. Et là, pour le coup, cette théorie-là, elle est très formalisée, elle utilise les symboles de la logique formelle qu'il faut. Est-ce que Peano les a utilisés lui-même tels quels? J'avoue que je ne suis pas sûr.
Mais je crois qu'il a fait les deux. Il les a expliqués, puis il a fait le formulaire ici à côté. Puisque le nom finit un nombre par la quantité de nombres dans tel ensemble, pourquoi ne peut-on pas écrire 1 égale l'ensemble de? Eh bien, c'est très simple. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas écrire ça? Parce qu'on n'a pas encore défini 2. Alors, pour écrire ça, il faudrait définir 2 avant. Sauf que 2, on définit en fonction de l. Alors attention, hein, j'ai dit que ça tombait bien que 3, en théorie des ensembles, il soit de cardinal 3. D'accord? Mais c'est pas une équivalence. C'est-à-dire que 3, c'est pas égal à tous les ensembles de cardinal 3. Ça, c'est une approche qui avait été utilisée par Frege. Frege, son approche, c'était de dire qu'un nombre, en fait, c'était une classe d'équivalence. C'est-à-dire que je mettais des ensembles en relation entre eux. Par exemple, je mets l'ensemble des pattes d'un chien, puisqu'il y a statistique chien, l'ensemble des roues d'une voiture. Elles ont le même nombre d'éléments. J'ai pas besoin de les compter pour savoir qu'elles ont le même nombre d'éléments. Hein, je les mets en correspondance. Et je fais comme ça un grand ensemble avec tous les ensembles qui ont le même nombre d'éléments que les roues d'une voiture. Et cet élément, je l'appelle 4. C'est comme ça qu'il faisait Frege. Mais je me suis perdu du coup. Mais voilà, c'est pas une équivalence. C'est tous les trucs de cardinaux 3 ne sont pas égaux à l'ensemble de 3. Le fait qu'un axiome nous fasse aboutir à un résultat très contre-intuitif rend-il cet axiome mauvais? Non, il n'est pas mauvais, il est embêtant. Mais la théorie tient debout. Ce qui pourrait être embêtant, c'est qu'en rajoutant un axiome, par exemple, je prends mes axiomes d'Euclide, je rajoute un axiome, n'importe lequel, et j'arrive à démontrer que par une droite, par 2 points, il passe de droite. Et ça viendrait être contraire au premier axiome. L'axiome 1 de la géométrie d'Euclide, il dit par 2 points, il passe une droite. Si en ajoutant un axiome à la géométrie d'Euclide, j'arrive à démontrer que par 2 points, il passe 2 droites, je viens de foutre ma théorie en l'air. Parce que j'ai réussi à démontrer un truc et son contraire. C'est ça le danger avec les axiomes. Montrer des choses contre-intuitives, c'est pas grave. Montrer des choses incohérentes, ça c'est grave, ça veut dire que la théorie ne tient pas debout. Hein, c'est ça quand je disais que Sakari cherchait une contradiction, il cherchait pas un résultat contre-intuitif. Hein. Des résultats contre-intuitifs, il en a eu des masses. Par contre, il n'a pas réussi à avoir une contradiction entre ces résultats. Il n'a pas réussi à démontrer un truc et son contraire. Est-ce qu'il existe des axiomes pour la division? Oui et non. Alors, avant de parler de division, je vais parler de soustraction en fait. Comment est-ce qu'on définit la soustraction à partir des entiers? C'est pas tout à fait des axiomes. En fait, faut que je me rappelle. Tiens, page. En fait, on va faire des couples d'entiers qu'on va regrouper dans des classes d'équivalence et on va quotienter. Voilà, ça c'est la manière rapide de le dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des couples d'entiers. On va dire que les couples d'entiers, ils existent. Donc je peux faire 1, 3, je peux faire 2, 7, je peux faire 8, 3. Et ce que je vais faire, c'est je vais créer ce qu'on appelle une relation d'équivalence. Et il ne faut pas que je me trompe. Donne la définition. C'est A moins B. Je vais dire que A, B, c'est équivalent à CD si A plus D égale B plus C. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, 5, 2, c'est équivalent à 4, 1. Pourquoi? Parce que si je fais 4 plus 2, ça fait 6. Si je fais 5 plus 1, ça fait 6. Et qu'est-ce que je fais là, en fait? C'est que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un nombre à chaque fois. Je vais prendre le nombre ici qui a un 0. Alors là, c'est possible. Hein, parce que si je fais 1 plus 3, ça fait 4. Si je fais 4 plus 0, ça fait 3.
Ouais, bah, ce qui va se passer, c'est que ça, ben, si je mets un 0 là, je vais avoir du mal. Il faut 5 plus un truc égale 2 plus 0. Donc ça marche pas. Par contre, alors je fais ça très très vite, hein. Par contre, je pourrais l'écrire comme ça. Pourquoi? Parce que 5, si je fais 5 plus 0, bah, c'est la même chose que 2 plus 3. Et ça, en fait, je vais dire, c'est moins 3. Voilà. Et j'ai fini les actions comme ça, les négatifs comme ça. Comme ça, je définis la soustraction. La soustraction, en fait, c'est quoi? C'est ce à quoi on pense, mais ça fait intervenir des coupes d'entiers. Et on parlait de division à la base dans la question. La division, c'est exactement pareil, mais avec la multiplication. Sauf que c'est plus compliqué. Donc j'ai pris l'addition. Je me le mets de tête, juste. Ouais, voilà. C'est que pour l'addition, pour la multiplication, pardon, je vais dire AB est en relation avec CD. Ça veut dire que A fois D égale BC. Donc par exemple, 3, 2 et 6 quarts. Donc, si je fais 3 fois 4, ça fait 12, et 6 fois 2, ça fait 12. Et je rassemble en fait tous les nombres qui vérifient ça, je les rassemble dans une seule classe, et ça me fait en gros un nombre égale une classe. Et en fait, bah, ça, si je regarde, c'est exactement la même chose de dire que 3 demi égale 6 quarts. Donc la division vient de là. Il faudrait que je fasse ça beaucoup plus en détail pour dire le quotient, mais c'est libre. Pourquoi on ne ferait pas plus simplement 1 égale singleton 0? Alors j'écris 2 égale singleton 1, 3 égale singleton 2. Tout simplement parce que ce serait chiant pour faire des additions. Il faut qu'on. Ça marcherait. On pourrait construire des entiers comme ça, mais on ne pourrait pas les additionner. Merci ma tempête, et merci Trask, et merci à tous ceux qui sont partis, qui ont assisté à tout ça. Je reprends la question. Depuis quelques années, on utilise l'informatique pour créer des démonstrations. Oh, c'était Alexis pourra témoigner, c'était le grand 5 de mon plan de départ. J'avais 5 parties, il n'y en avait pas 3. Et Je utiliser un témoigne. ordinateur, c'est toujours démontré. Euh, Bah écoute, on fera une prochaine conférence là-dessus. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Euh, oui, c'est toujours démontré, mais c'est une démonstration exhaustive. En fait, c'est une démonstration qui est souvent pas très belle, entre guillemets. Et encore, je schématise. Quelle est la différence entre axiome et postulat? Il n'y en a pas. Axiome, c'est le terme moderne. Postulat, c'est quelque chose qu'on déclare comme vrai, et axiome, c'est dans le langage de la logique, c'est les théories de départ. Donc, c'est juste un contexte particulier. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce qu'il y en a de nouvelles? Alors, normalement, toutes les questions ont été épinglées entre deux, parce que j'ai épinglé aussi celles qui sont arrivées Ouais, en mais j'y ai répondu, je Donc, je crois. pense que tu as répondu à tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais pas si j'y ai bien répondu, mais j'y ai répondu. Oui, tu as répondu. Est-ce qu'il y a des questions? En attendant, j'en profite pour tous vous remercier d'avoir été là ce soir, d'avoir suivi cette conférence, et de remercier Jason aussi. Ah, tu as une question. Ça fait partie des notions de Euclide, on peut définir ce qu'est la géométrie analytique. Il va falloir un peu plus que ça. Mais un peu plus. La géométrie d'Euclide, c'est vraiment une base de base, et je l'ai sous-entendu quelquefois, c'est pas un système d'axiomes propre, comme on le verrait avec Peano et ZF. C'est-à-dire qu'il y a des trucs
dans les postulats d'Euclide qui sont pas vraiment des postulats, des définitions qui sont pas vraiment des définitions, des théorèmes qui sont des constructions plus que des théorèmes. C'est pas un truc. La méthode est propre, mais les axiomes d'Euclide sont pas très propres pour avoir des trucs super sophistiqués. Penses-tu que la démonstration a la place qu'elle mérite dans l'enseignement des mathématiques? C'est une vaste question. Moi, je sais qu'avec mes élèves, je démontre autant que je peux, avec l'enthousiasme que j'ai essayé de transmettre dans cette vidéo. Alors c'est difficile parce que là, je vois pas de visage. Puis je sais que des fois, je regarde cet écran alors que la webcam elle est juste là. Mais je pense que la démonstration est importante, hein, ne serait-ce que pour comprendre comment marchent les choses. J'ai eu des élèves qui ont beaucoup mieux compris certains trucs avec la démonstration. C'est par exemple la formule pour la probabilité d'une loi binomiale, d'où ça vient, la solution des équations différentielles, d'où ça vient. Il y en a d'autres qui sont passés totalement à côté, hein, sinon il y a des démonstrations qui sont pas faciles, hein, surtout en termes avec la convexité. La fonction exponentielle, elle est bien à la démonstration, mais elle n'aide pas à comprendre plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme démonstration? Ouais, la dérivée du logarithme, d'où ça sort que la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x. C'est une des démonstrations où je sais que j'en ai 4 qui ont fait c'est trop fort dans la salle. J'étais content moi, d'avoir ce résultat par mes élèves. Mes élèves qui me disent ouah, c'est trop fort. Ah oui, c'est trop fort. C'est des maths. Évidemment que c'est trop fort. Mais, je sais qu'il y en a qui passent ça sous le tapis, déjà parce que le programme est super dense, hein. En lycée, c'est super dense, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis il y a des démonstrations qui sont pas intéressantes, hein, aussi. Démonstrations qui sont un peu complexes, voilà. Démonstrations sur le dénombrement, elles sont vachement techniques. Elles sont intéressantes, mais elles sont vachement techniques pour un terminal qui découvre ça pour la première fois. On pouvait avoir d'autres logiques. La logique, c'est comme la théorie, il y a des axiomes de la logique. On prend d'autres axiomes. Des axiomes, du coup, ça fonctionne avec des propriétés. Des axiomes de la logique, par exemple, c'est il n'est pas possible, alors il n'est pas possible, c'est non, d'avoir A et non A. Ça, c'est un axiome de la logique. Il est impossible d'avoir à la fois une propriété et son contraire. Axiome d'Archimède ou d'Aristote, je ne sais pas. On se fait des axiomes de la logique et ça nous donne les règles qu'on peut faire pour combiner les axiomes. Au revoir à Extraté. Faut pas hésiter à aller voir, c'est ce qu'on appelle l'intuitionnisme / le constructivisme, je ne sais jamais ce que c'est. En fait, la logique intuitionniste, elle dit qu'une démonstration d'un théorème n'est valable que si on me donne un algorithme qui me permet d'avoir ce résultat en un temps fini. D'accord. Donc non seulement j'ai une solution, mais je dois pouvoir avoir un moyen de construire cette solution. Donc, tous les théorèmes d'existence, ils prennent cher en logique constructiviste. Voilà. Je n'ai pas tout compris. Oui, je pense que tout le monde n'a pas tout compris, mais voilà, j'espère que vous avez vu que c'est riche, quoi. Ça s'arrête pas. C'est la méthode, en fait, plus que les résultats qui sont un petit peu parfois compliqués, c'est la méthode. C'est-à-dire que on part d'un truc et on déroule dans l'ordre sans sauter d'étape. C'est un truc important s'il y en a qui un jour veulent être prof de maths. C'est que en prof de maths à la grecque ou au CAPES, on construit sa leçon et il faut éviter d'avoir, quand on construit sa leçon, une propriété dans le grand 1 qui va être utilisée pour démontrer une propriété dans le grand 3 et de dire qu'on va démontrer le grand 1 à l'aide de la propriété du grand 3. Ça n'a pas de sens, ça tourne en rond. Donc il faut bien se rendre compte qu'il y a un espèce d'arbre comme ça, on a les axiomes d'un côté, et puis ça descend vers les théorèmes les plus compliqués. Une pyramide inversée, je crois que c'est l'image. Une pyramide avec quelques briques, et puis après une pyramide qui grandit au fur et à mesure.
Quels intérêts a-t-on de faire pour une seule propriété des démonstrations avec des raisonnements différents? S'entraîner. Une chose, s'entraîner. Deuxième chose, mieux comprendre. Je parle par exemple avec la combinatoire en terminale. On a des théorèmes sur les K par n, des coefficients binomiaux. On a deux manières de les démontrer. Soit on fait du calcul brut, ça entraîne au calcul, ça montre que c'est bien fait. Soit on fait par dénombrement, parce que les coefficients binomiaux, ils ont une interprétation. Et donc on fait par dénombrement et on comprend. Il y a plein de choses comme ça. Hein. On peut avoir un certain théorème qui a 371 démonstrations différentes. Il y en a qui n'ont aucun intérêt par rapport aux autres. Mais ça permet de s'entraîner, ça permet de voir tous les liens qu'on peut avoir. Parce que très souvent, en mathématiques, c'est pas le résultat qui est important, c'est la démonstration. Peut-être qu'en essayant de démontrer un résultat, je vais me poser une autre question. Par exemple, je rejoins du coup ce que disait le statisticien, il y a un théorème en mathématiques qui s'appelle le théorème des 4 couleurs. Le théorème des 4 couleurs, il dit quoi? Si vous prenez une carte, tac, 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 vous essayez de la colorier en faisant en sorte que deux régions côte à côte ne soient pas de la même couleur, vous pouvez les faire en 4 couleurs. Yeah, LGJ encore. LGJ, c'est le boss, franchement. Donc il y a un théorème, il dit, je peux faire ça en 4 couleurs. Mais ce théorème, en fait, il a été démontré par ordinateur. C'est-à-dire qu'on a fait une réduction des cas pour avoir des configurations inévitables, et on a montré que dans toutes les configurations inévitables, il y avait moyen de s'en sortir. Mais le problème, c'est que cette démonstration, elle n'a pas soulevé de nouvelles questions. C'est ça ce qui embête. Et donc, en 2020, en 2020 ou 2019, je ne sais pas, il y a 3 ans max, il y a d'autres chercheurs qui faisaient un problème qui n'avait rien à voir. Rien à voir. Ils faisaient des graphes avec des signes de 3. Et ils se sont dit, tiens, c'est marrant, si j'arrive à démontrer ce truc, si je vais un peu plus loin, j'arriverai à démontrer la théorème des calculeurs sans passer par l'ordinateur. Parce que ça a soulevé une nouvelle question, de faire un truc différemment. Voilà, il ne faut pas s'arrêter à un seul résultat. Et la dernière dernier argument, c'est comprendre. Il y a des démonstrations, on me les donne, je les comprends, je comprends la logique qu'il y a derrière, mais ça ne m'explique pas le résultat. Alors, je reprends le combinatoire. Faire le calcul, moi, ça ne m'explique pas le résultat. Faire un raisonnement combinatoire, ça m'explique. Et je comprends mieux. Là, je dis, ok, c'est normal, ça va. Donc voilà. Langage coq et français, ouais, Blob a répondu, c'est INRIA. Donc, coq qui est un langage vérificateur de preuve, je crois. Assistant de preuve. Vous mettez la preuve dedans, il vous dit c'est votre preuve. Coq, c'est alors Blob me le confirmera parce que je suis pas doué en coq. Si je peux implémenter une démonstration dedans et il vérifie que ma démonstration elle respecte les règles de la logique. Je vais faire ça. Voilà. J'en dirai pas plus, j'ai pas envie de dire des conneries dessus. Sinon je vais me faire taper. Ouais, voilà. J'ai rien oublié. Oui, les intuitionnistes rejettent le tiers exclu. Le tiers exclu, c'est quoi? C'est de dire que la porte elle est soit ouverte, soit fermée, et il n'y a rien entre les deux. Ils rejettent la démonstration par définition. Dire qu'une propriété entraîne une absurdité ne permet pas de dire que la propriété est fausse.